Mesdames et messieurs, bonjour. 8 janvier 2023, une élection à double enjeu pour le Parti du Renouveau démocratique. Ce parti qui devra déjà travailler à prendre part à des élections pour ne pas perdre son statut et envisager par la suite de concourir à la répartition des sièges pour réaliser la remontada promise aux dernières assises du parti que préside Maître Adrien Mbedji. Ici intervient l'obstacle des 10% que le PRD n'a pu franchir aux dernières élections communales. Face à des enjeux aussi capitaux et à mesure que la date du 8 janvier approche, la polémique enfle au sein de la classe politique au sujet des 10%. La position du PRD sur cette question semble lui attirer quelques contradictions de la part de l'opposition béninoise qui pense que ce parti de la mouvance n'est pas éligible au débat, étant entendu que la question de minorité est déjà réglée au Parlement et que seule l'opposition est absente aux débats actuels au sein de l'hémicycle. Les dernières concertations initiée par le médiateur de la République, semble prometteuse pour des élections libres, transparentes et crédibles. C'est en tout cas le sentiment général qui se dégage de la lecture du bien des acteurs qui ont pris part à ces échanges. Ce numéro de Zone Franche donne la parole à l'un des premiers responsables du PRD, David Godonou-Ouessa. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le vice-président du PRD, chargé de la stratégie générale. Vous êtes l'un des porte-parole du parti, par ailleurs enseignant-chercheur à l'université. On peut dire que vous faites partie de cette grosse machine du PRD à produire la remontada très prochainement, c'est bien ça? Bien évidemment. Merci. Bonjour, Hawalikbara. Bonjour. Professeur David Godonou-Ouessa, bonjour. Et bienvenue sur Zone Franche. Avec vous, on va parler d'un peu de tout, l'actualité nationale, avec en ligne de mire, bien entendu, les élections législatives de 2023, le 8 janvier plus précisément. Mais il y a un sujet qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux et donc au sein de l'opinion, c'est la question des 10%. Votre parti, le PRD, était au cœur de cette actualité, de ce grand débat, même au niveau de l'Assemblée nationale, en tout cas courant la 7e législature. De quoi s'agit-il exactement? Puisque je disais tout à l'heure, vous êtes au cœur de ce débat. Merci, monsieur le journaliste. C'est un plaisir et un honneur pour nous d'être l'invité de votre émission. Et par rapport donc à cette question de 10% qui fait la polémique au sein de la classe politique béninoise, je voudrais d'abord faire quelques précisions ou quelques indications. Allons-y. Alors, qu'on se rappelle que précisément le 15 juin 2015, lors de son investiture en tant que président de la 7e législature, Maître Adrien Mbedji avait eu le privilège, en tant que porte-parole de l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale, il avait eu le privilège et l'honneur de poser de façon officielle et à la tête donc de cette institution qui est l'institution, disons par excellence pour les questions politiques, l'importance et la nécessité de procéder à la réforme du système partisan. Je voudrais faire juste une citation de ce discours-là. Il disait notamment: « Ce que je peux dire ici avec force, c'est qu'il faut condamner les méthodes qui dénaturent la démocratie. Je veux proclamer ici l'impérieuse nécessité d'une réforme approfondie de notre système partisan. Aboutir à un nombre très réduit de partis politiques au lieu des 200 actuellement dénombrés. Les construire autour d'un projet de société. Instaurer en leur sein des règles efficaces d'alternance. Assurer un financement public conséquent de leurs activités assorties d'un contrôle non moins public. Interdire la transhumance. » Vous voyez bien que les premiers piliers de cette réforme étaient déjà posés le 15 juin 2015 lors de son investiture. Le président Patrice Athanase Guillaume Talon, ayant été un acteur politique de l'ombre pendant des années, et je ne vous apprends rien, avait perçu déjà qu'il était important que cette réforme soit opérée. Lorsqu'il a eu le privilège donc d'avoir la charge, l'importante charge de diriger et de gouverner le pays, il avait envisagé comme réforme constitutionnelle, au sein des réformes constitutionnelles, la réforme du système partisan. Mais, comme vous le savez, cela n'a pas rencontré l'assentiment
de tout le monde. De tout le monde à l'Assemblée. De là, le président Adrien Oubédi, en tant que président de l'Assemblée, a repris cette initiative sous une autre forme et cela a progressé. Et on en est arrivé à l'adoption de la loi 2018-31 portant code électoral. Je voudrais rappeler ici que l'article 242, dernier alinéa de cette loi, dit ceci. Seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national se voient attribuer des sièges sans que le nombre de listes éligibles ne soit inférieur à 4. Toutefois, si le nombre de listes en compétition est inférieur à 4, toutes les listes sont éligibles à l'attribution de sièges. Alors, qu'est-ce que cela veut dire concrètement, de Cela façon veut dire plus simple? concrètement que lorsque il y a les élections législatives, Ouais. si nous avons 4 partis, au moins, qui ont plus de 10%, on applique la règle de 10% et les 4 partis-là on leur attribue des sièges. C'est ça. Au cas où, lors de cette élection, il aurait moins De 4 partis. de 4 partis qui auraient 10%, tous les partis sont éligibles. C'est ce que dit cet article. L'article 142. L'article 242 242. De cette loi-là. de la loi 2018-31 portant code électoral. C'était déjà en 2018. 2018, tout à fait. D'accord? Il se fait que lors de la 8e législature, où le PRD n'était point à l'Assemblée, il y a eu un nouveau code électoral, la loi 2019-43, et l'article 146 de cette loi, qui reprend donc l'article 242 de 2018. dit ceci. Seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national sont éligibles à l'attribution de sièges. Point. Il n'y a pas Il n'y a pas eu une forme d'ouverture, un peu comme la loi de 2018. Si vous n'avez pas 10%, vous êtes carrément exclu, pour ne pas mis de côté. Cela signifie que si nous arrivons lors de la compétition et qu'il y a un seul parti qui n'a que 10%, c'est le seul parti qui se trouve à l'Assemblée. Or, nous estimons que pour l'idéal démocratique auquel nous aspirons, et étant donné que nous œuvrons tout le temps pour la paix et la concorde sociale, la présence à l'Assemblée d'autres voix qui pourraient contribuer et enrichir les débats est nécessaire. Alors, après l'adoption donc de cette loi, qu'est-ce que le PRD a fait? Vous vous rappelez qu'il y a eu le dialogue politique qui a été convoqué par le chef de l'État pour octobre 2019. Au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès. Les 10, 11 et 12 octobre. Le PRD, dans le cadre de sa participation à ce dialogue, a sorti un mémorandum et a fait des propositions. Je m'en tiens seulement aux propositions portant sur la loi 2018 dont nous avons parlé, oui, et pour laquelle le PRD a été solidaire. Tout à fait. Alors, le mémorandum dit ceci. Notre mémorandum dit ceci. L'article 46 devra permettre aux partis de procéder à des ajouts, modifications et corrections de noms et de pièces lorsque c'est nécessaire. En aucun cas, aucun parti ne peut être exclu de la participation aux élections lorsque les insuffisants relevés sont imputables aux candidats. Dans ce cas, seuls les candidats devront être sanctionnés. Cet amendement est particulièrement important pour les cas de doublons résultant des fausses déclarations sur l'honneur
faites par des candidats. C'était en 2018 ça. Non, ça c'est en 2019, lors du dialogue, c'est l'une des propositions que nous avons faites pour que les lois soient revues, pour que nous n'ayons pas une situation de tension. Et bien évidemment, c'était après l'exclusion du PRD pour doublon. Pour doublon. Deuxième proposition par rapport à cette loi. L'alinéa 4 de l'article 242 doit être supprimée car l'élection législative étant un scrutin par circonscription électorale, l'attribution des sièges doit se faire sur la seule base des résultats enregistrés dans la circonscription. Troisième proposition, le PRD recommande en outre l'adoption d'une disposition légale qui permet d'attribuer aux femmes au moins un siège par circonscription électorale. Quatrième proposition, le nombre de sièges à attribuer par circonscription électorale devra être revu en fonction des nouvelles données démocratiques. Sur les quatre propositions, ces quatre propositions que nous avons faites pour le dialogue, lorsque l'Assemblée s'est réunie pour revoir le code électoral, nous faisons remarquer que 3 sur les 4 propositions ont été prises en compte. 3 points ont été pris en compte. Sauf le point concernant les 10%. C'est ça. Vous suivez bien avec moi. Oui. Même sur la question de correction des listes, vous n'avez pas été écouté. Vous pensez que c'est bon tel que c'est aujourd'hui? Oui, la question de doublons. Oui, les doublons, oui. S'il y a doublons aujourd'hui, c'est les responsables qui sont sanctionnés. Ça a été bien réglé. Et non le parti. Et non le parti. Pas dire les partis. Et non le parti, ni les partis. D'accord. Donc ça a été bien réglé de notre point de vue. C'est seulement la question des 10%. Oui. Mais pourquoi cette question a été laissée de côté? Nous ne savons pas. Nous n'avons pas la réponse. Ça, c'était pour le dialogue, le dialogue d'octobre 2019. Alors, mes chers amis, lorsque on en est là et qu'une institution de la République invite les partis politiques vous faites allusion au médiateur de la République. Dans la perspective des élections qui vont se dérouler le 8 janvier, et pour avoir un scrutin apaisé, on demande à tous les partis politiques de faire des propositions pour que nous ayons les élections apaisées. Nous avons été initiateurs ou précurseurs de la réforme du système partisan. Il y a eu des dispositions qui ont été prises pendant que nous étions à l'Assemblée. Après, nous n'étions pas à l'Assemblée. D'autres dispositions ont été prises qui, de notre point de vue, ne permettent pas d'assurer de façon durable des élections apaisées. On nous donne l'occasion de nous prononcer. Voulez-vous que dans ces conditions, nous ne reprenions pas la proposition que nous avons déjà faite au dialogue en octobre 2019? Le PRD n'a pas l'habitude de ne pas se prononcer sur les questions d'importance nationale, qui sont des questions qui sont liées aux valeurs cardinales auxquelles le PRD est attaché. La paix, la concorde, la non-violence. Donc, nous avons proposé au médiateur de la République que cette disposition soit revue. Et voilà ce que nous avons dit. Nous avons proposé 5 choses. La première proposition, disons, plus spécifiquement par rapport aux élections à venir, le PRD recommande que tout soit mis en œuvre pour que toutes les parties prenantes, que tout soit mis en œuvre par toutes les parties prenantes afin que tous ceux qui désirent participer à la fête et qui ont travaillé soient effectivement de la partie. Donc, que toutes les parties soient à la fête. Donc, pas d'exclusion. Le PRD a recommandé que les acteurs impliqués veillent à la fiabilité de la liste électorale. En cela, le PRD a félicité l'ANIP pour les mesures prises en vue de la production d'une LEI qui minimise les critiques.
Deuxième proposition. Troisième proposition, le PRD a recommandé la stricte application des dispositions du Code électoral par tous les acteurs de la chaîne afin que les résultats reflètent effectivement le choix des citoyens. Oui. Quatrième, le PRD a recommandé que la loi soit appliquée avec la rigueur requise à l'égard des agents, aussi bien de l'ANIM que de la Sénat, qui feront manifestement preuve de partialité ou de parti pris dans l'exercice de leur mission. Et cinquième et dernière proposition, le PRD a saisi l'occasion pour partager avec le médiateur son analyse sur la règle des 10%. Le PRD a proposé qu'elle soit appliquée lorsque 4 listes au moins ont atteint ce pourcentage. Nous n'avons fait que reprendre ce qui était dans la disposition, le code électoral de 2018. Oui. Lorsque le pourcentage de 10% est atteint oui. par au moins 4 listes, le oui. PRD propose que la liste classée aussitôt après celles qui ont atteint les 10% soit éligible, quel que soit son pourcentage. Cette atténuation de la règle permettra d'éviter que l'Assemblée nationale ne soit constituée que par les députés de blocs acquis au gouvernement. Alors, vous voyez, nous avons fait 5 propositions. Dans la polémique, personne ne parle des 4 autres propositions. Ce n'est que les 10%. Ce n'est que la proposition relative aux 10%. Qu'est-ce que, selon vous, professeur David Ouensa, a donné naissance à cette polémique? Nous ne sommes pas dans l'esprit de ceux qui font la polémique. Sur quel aspect ceux qui polémiquent se penchent exactement? Nous sommes surpris que nous ayons fait 5 propositions et que les gens ne s'occupent que de celles qui concernent les 10%. Or, au dialogue, nous avons fait 4 propositions, on a pris 3 et on a laissé les 10%. Et puis, ce qui est curieux, mais pourquoi on s'occupe tant que ça du PRD? Mais les autres partis ont vu le médiateur et ce qu'ils ont dit, ça a été aussi dit dans la presse. Pourquoi on ne parle que de ce que le PRD a dit? Pourquoi on ne parle pas des autres partis? Mes chers amis, c'est quand même assez curieux. Mais c'est heureux qu'on parle de nous parce que ça veut dire que nous animons bien la classe politique, nous travaillons pour l'apaisement et nous voulons qu'il y ait des élections apaisées. Le PRD, l'objectif du PRD n'est pas de demander à l'Assemblée de réviser, parce qu'il ne revient pas au PRD de donner des injonctions à l'institution parlementaire. À l'institution, encore moins au médiateur. Mais on nous a demandé de faire une proposition. C'est une occasion que vous avez saisie. Et nous avons saisi l'occasion pour faire la proposition, une proposition à laquelle nous croyons pour l'apaisement. Pour le bonheur du pays. Et je voudrais vous dire ceci, et qui est très important. Vous savez, dans la vie de tous les jours, et pour tous les êtres humains, sous tous les cieux, il y a des déterminants pour ce que nous faisons. Mais il y a quelque chose de très important dont a parlé un grand philosophe sociologue, Stuart Mill, qui parle de l'utilité. Il dit, et qu'on appelle ça dans les théories scientifiques, l'utilitarisme. Il dit que l'utilité est le déterminant de toute action humaine. C'est-à-dire, on ne fait rien sans que ça soit utile pour soi. Mais l'utilité a 2 aspects. Il y a l'utilité sociale ou communautaire et l'utilité qu'on peut considérer comme étant personnelle ou partisane. Le PRD, quelle que soit sa démarche, s'inscrit toujours dans l'utilité sociale. C'est-à-dire que... Et pas partisane. Et pas partisane. Parce que vous vous rappelez, lors des débats à l'Assemblée pour cette loi sur les dispositions de 10%, l'honorable Guy Bitokpe avait dit au président que c'est fait contre le PRD. Mais nous n'avons pas, nous, à nous intéresser. Vous pensez qu'il n'a pas raison avec la réalité d'aujourd'hui? Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que nous croyons quelque chose qui est bon pour le pays. Même si, pour le PRD, ça pose des problèmes,
si c'est bon pour le pays, nous défendons ce qui est bon pour le pays. Nous nous oublions parce que le pays passe avant nous. Et c'est ça qui est important. Et si nous ne nous inscrivons pas dans une démarche où nous nous oublions pour l'intérêt du pays, nous n'allons pas construire un pays que nous allons laisser aux générations futures pour leur bien-être et pour le bonheur de tous. Mais ce qui est important, ce sont nos valeurs, nos principes. Même si nous agissons pas à l'utilité sociale et que par conséquent nous avons des problèmes, nous ne transigeons pas avec les dispositions légales. Nous respectons la loi. Vous l'avez rappelé, M. Messa, c'est vrai, vous avez fait 4 propositions à l'issue du dialogue politique, donc dans votre mémorandum que vous avez rappelé bien tantôt. Mais à l'issue de la concertation avec le médiateur, ça avait 5 propositions. Mais vous rappelez tantôt que sur les 4 propositions dans le mémorandum, il y a 3 qui ont été prises en compte et une seule qui a été mise de côté. Mais on vous fait le reproche de participer à un gouvernement qui met de côté vos propositions. Des propositions pour lesquelles vous pensez que vous êtes d'une utilité sociale. Et pourtant, vous restez avec ce gouvernement et vous évoluez, vous faites avec. C'est le reproche que vous fait l'opposition aujourd'hui. Oui, mais quelle est votre réaction? Mais nous ne pensons pas que ça suffit pour faire de reproches ou encore moins de remarques sur notre position. Vous parlez du gouvernement, n'est-ce pas? Ce n'est pas le gouvernement qui prend les lois, qui vote les lois. C'est l'Assemblée. Nous sommes au gouvernement et nous faisons partie intégrante du gouvernement. Nous travaillons dans le cadre du programme d'action du gouvernement auquel nous croyons, pour lequel nous travaillons. Mais cela ne nous empêche pas de faire des propositions qui vont au niveau de l'Assemblée, qui vont permettre de créer les conditions les meilleures pour que le gouvernement travaille. S'il y a des dispositions législatives à prendre ou légales à prendre et que nous faisons des propositions et que l'Assemblée ou ceux qui doivent se saisir pour faire avancer les choses ne le faisaient pas, c'est qu'ils ne donnent pas les meilleures conditions au gouvernement pour travailler. Le PRD a fait l'option depuis un certain temps d'être de la mouvance présidentielle. Et donc, c'est cette mouvance-là qui est également représentée au Parlement. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas en sorte que vos propositions, vos prises de position, vos observations soient prises en compte par ce Parlement qui est de votre côté, qui est totalement rangé de votre côté? Oui, mais vous savez... C'est un peu comme si vous n'êtes pas écouté par ce Parlement. Non, mais vous savez... Qui pourtant soutient les actions du gouvernement, un peu comme vous, votre parti, le PRD. Oui, mais mes chers amis, c'est vrai, nous faisons partie de la mouvance présidentielle et nous l'avons déclaré. Bien avant l'élection du président Patrice Talon. Que le PRD ne ferait plus jamais l'opposition. Non, le PRD s'inscrit dans les années à venir dans la perspective de soutenir les actions du gouvernement pour le développement du pays. Ce que vous êtes en train de faire jusque-là. Ce que nous sommes en train de faire jusque-là. C'est vrai, le PRD n'est pas représenté à l'Assemblée nationale, mais l'Assemblée nationale, les élus de l'Assemblée nationale représentent le peuple béninois. Mais ils sont libres de prendre des décisions. Ils sont libres de voter les lois. On ne peut pas aller demander à un député de faire autre chose ce à quoi il croit, selon sa conviction politique, selon son cursus. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans ces conditions? Nous faisons ce que nous pouvons. Nous sommes dans la mouvance, nous travaillons pour la mouvance au niveau du gouvernement. Si nous étions à l'Assemblée, on ferait les débats à l'Assemblée, on va faire bouger les choses. C'est ça. Mais nous ne sommes pas à l'Assemblée. Et nous, on donne l'occasion de proposer. Donc, le médiateur, c'est une occasion pour nous. On nous a donné l'occasion, nous avons proposé. Il revient à l'institution qui peut faire le travail de le faire. Vous avez fait une proposition par rapport à la question de 10%. Oui. Il se fait que pour les législatives 2019, à cause des doublons constatés, vous n'avez pas été éligible à cette élection. Oui. Pour les communales de 2020, le PRD a tout fait, a eu des sièges, mais qui n'ont pas été validés, faute de 10%. Aujourd'hui, avec le recul,
Est-ce que vous pensez effectivement que ce que l'honorable Guy Mitoké avait dit, à savoir que la loi était dirigée contre le PRD, est-ce que vous avez la certitude maintenant que ce qu'il avait dit, il était un prophète, carrément? Nous ne pouvons pas dire qu'il y a une loi qui a été votée contre le PRD. Non. L'honorable Guy Mitoké a dit ce qu'il pense. C'est ce qu'il pense. Ce n'est pas ce que le PRD a pensé, ce n'est pas ce que le PRD pense. Mais dans les faits, nous ne disons pas... dans les faits, la réalité du moment, est-ce que vous ne pensez pas que l'honorable Guy Mitoké a eu raison de vous? Non. Pour ne pas dire qu'il a eu raison du PRD. Non, c'est une perception ou une appréciation, disons, partielle. C'est une coïncidence selon vous? Parce que vous voyez, la raison qu'on a de façon momentanée peut à un autre moment s'avérer non-raison. Qui vous dit que le PRD n'a pas raison pour ce qu'il a fait? Peut-être que ça met du temps. Un jour, on arrivera probablement là et on verra que le PRD a raison. Ce qui est important, nous avons dit, l'utilité sociale. Nous avons travaillé et nous travaillons pour la réforme du système partisan. Et ça, l'intérêt pour le pays est grand. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Allons-y. Aujourd'hui, tout le monde dit, bon, on a deux partis, ici et moi, machin, ceci ou cela. Mais le président Patrice Talon, il est un être humain comme tout autre, n'est-ce pas? Et à un moment donné, quelqu'un d'autre va le remplacer. Je suppose qu'on fasse abstraction de toutes les autres formations politiques, ce qui n'est pas possible. Mais c'est une supposition. Et qu'il n'y a que les deux partis. Quand le président Patrice Talon, à un moment donné, va prendre sa retraite politique, et il aura un autre qui sera candidat, il ne va pas appartenir aux deux partis politiques, n'est-ce pas? Il va appartenir à un parti politique. C'est clair. Et s'il est élu, ça veut dire que l'autre parti devient le parti de l'opposition. On serait arrivé à un moment donné, en ce moment, à avoir une situation où on va voir l'importance du système partisan. Peut-être que le PRD n'aurait pas profité, mais dites-vous, il y a des actions humaines que l'on pose pour lesquelles on n'a pas forcément les jouissances. Soi-même. Et que ce soit pour la postérité. Le PRD travaille pour un Bénin meilleur de demain. Que nous ayons des avantages aujourd'hui ou pas, cela n'est pas le problème. Mais le PRD travaille pour un Bénin bien gouverné. C'est toujours ça la résilience. C'est toujours ça la résilience. Vous avez pris part à un dialogue politique présidé même par le chef de l'État en personne qui était venu d'ailleurs lancer. Mais bien sûr. Ces trucs-là. Vous avez fait des propositions qui n'ont pas été prises en compte. Maintenant, vous acceptez participer à des concertations initiées par le médiateur qui est mandaté par le chef de l'État. Oui. Quelle garantie avez-vous que ces propositions-là seront vraiment prises en compte pour que 2023, janvier, c'est dans 8 mois, pour qu'on puisse avoir des élections législatives libres, transparentes et crédibles? Oui. Mais vous voulez que je vous dise quelle est la garantie que nous avons? Le PRD n'a aucune garantie. Je ne sais pas, le PRD n'est pas à l'Assemblée. Ça veut dire que c'est un dialogue de plus alors? Non, ce n'est pas un dialogue de plus. Non, ne dites pas ça. Ce n'est pas un dialogue de plus. Le médiateur de la République est une institution respectable et nous remercions le médiateur pour la qualité de l'organisation de ces débats, parce que nous avons fait un débat dans une ambiance très conviviale et ça s'est très bien passé et nous le remercions pour ce travail qui est fait. Mais aujourd'hui, on est le 14 mai, n'est-ce pas? C'est bien. C'est bien ça. Nous sommes le 15 mai plutôt. Oui. Le 15 mai. Oui, nous sommes le 15 mai tout à fait. Dimanche 15 mai. Oui, nous sommes dimanche 15 mai. Oui. N'est-ce pas? Alors, il nous reste encore 16 jours pour que le mois soit terminé, n'est-ce pas? Oui. 16 plus 30, ça fait combien? 46. Oui. 46 plus 7, ça fait 53. Oui. Nous sommes à 53 jours francs avant les élections. En 53 jours, on peut faire beaucoup. Donc faisons confiance à nos institutions et soyons positifs. Le PRD a espoir. Nous avons toujours espoir. Même si les absents Nous ont sommes un tort. parti d'espérance. Même si les absents ont toujours tort. Puisque votre absence au Parlement vous a joué des tours. Oui, en politique, il faut être présent. Il ne faut pas être absent. Mais ce n'est pas toujours parce qu'on est absent qu'on n'est pas présent. On peut être absent et présent. Qu'est-ce que cela sous-entend, professeur David Ouensa? Vous savez, quand vous avez des idées fortes, qui sont des idées qui portent, il faut avoir le courage de les porter malgré les obstacles, les difficultés. Elles finiront toujours par
faire pousser les choses. Donc, puisque nous sommes sûrs des idées que nous avons, parce que ces idées concourent à l'apaisement de la vie politique, même s'ils ne sont pas présents, un jour nos idées finiront par faire pousser les choses. D'accord. Quelle réalité avec le PRD lorsque, par exemple, les propositions que vous avez faites aux médiateurs de la République ne sont pas prises en compte et que tout est maintenu à l'État, en ce qui concerne bien entendu les 10%. Est-ce que le PRD a suffisamment tiré leçon, n'est-ce pas, de tout ce qui s'est passé courant 2020 pour les élections législatives de mai dernier, les élections communales, je vais dire, les élections communales de mai 2020? Merci. Vous savez, le PRD ne conditionne pas sa remontada à la modification des dispositions de 10%. Notre remontada... Même si vous y tenez. Mais nous y tenons parce que c'est important pour éviter l'exclusion. Mais le PRD n'est pas accroché à ça pour sa remontada. Indépendamment de ça, le PRD sera à l'Assemblée. Le PRD sera à l'Assemblée. Nous travaillons pour ça. C'est un défi pour vous. Non, c'est un défi et il faut vivre par défi. Nous travaillons sérieusement pour ça. Et nous n'avons pas l'habitude de dire certaines choses, mais soyez rassurés, le PRD sera à l'Assemblée. Est-ce que vous avez des craintes? Est-ce que vous avez peur de revivre ce que vous avez vécu en 2019 où le PRD a fait doublon avec un autre parti, Moël Bénin en 2019 et ensuite, oui, allez-y. Ne se passera point. Le PRD ne sera plus victime de ça. Wow. Soyez rassurés. Qui vous a donné cette garantie? Non, ce n'est pas une garantie. C'est le chef de l'État qui vous a dit le PRD ira aux élections législatives. Vous savez, est-ce que c'est... Vous ne connaissez pas. Est-ce que c'est le maître Adoum Béji qui a dit non, mais le PRD a déjà les garanties que désormais... C'est les militants à la base. C'est chargé de stratégie. C'est des militants à la base. C'est eux. Et vous pouvez sillonner tout le pays, vous allez voir. Suivez les réseaux et voyez ce qui se passe depuis un moment. Sur l'étendue du territoire. Vous n'avez pas un seul week-end où ça ne bouge pas, où le PRD ne bouge pas. Le PRD bouge. Non pas dans les fiefs traditionnels, comme on dit, le PRD bouge sur toute l'étendue du territoire. Et vous serez surpris. La preuve, et c'est de façon stratégique, je ne veux pas dire, le PRD a ses structures dans tous les villages. À ce jour. Je ne sais pas si on est au même niveau. Alors, quel travail a été fait pour que le PRD soit aussi rassuré de sa remontada, bien que le parti, l'arc-en-ciel, ne fonde pas, n'est-ce pas, cet espoir sur la modification des tests? Quel travail a été fait exactement, professeur David Ouensa? Nous travaillons minutieusement sur le terrain. Nous avons dynamisé nos cellules, nos bases. Nos militants sont bien résilients. Ils sont convaincus déjà que tout le parcours que nous avons fait était nécessaire pour notre remontada. Et ils sont aguerris. Nous travaillons pour ça. Et puisque nous sommes dans la mouvance, et nous travaillons sans accroc, nous faisons des propositions auxquelles nous croyons, que nous défendons. Nous ne faisons pas des choses en catimini. Alors, nous ne voyons pas pourquoi nous n'allons pas avancer. Parce que pour avancer dans la vie, il faut avoir des valeurs, des principes. Il faut travailler. Et le travail paye. Le PRD travaille sur le terrain. Et nous aurons les résultats. Est-ce qu'au fond, professeur, M. Ouensa, l'option du PRD d'appartenir désormais à la mouvance, ça a été, je rappelle, dans le mai, je ne sais pas si c'est à Djara ou quelque part. C'est à Ifani. Oui. Est-ce que cette option-là ne lui crée pas plus d'ennuis que d'avoir un PRD, sa position antérieure, que d'avoir un PRD qui à tout moment peut dire écoutez, ce que vous faites là ne m'arrange pas, je claque les portes. Donc, on a comme le PRD dans ce pays qui n'a pas hésité à démissionner le président du parti en tant que Premier ministre. Enfin, voilà. Vous savez, la démocratie est un idéal et une quête permanente de tous les jours. Et on ne peut pas construire un pays en tant que parti politique sans tenir compte de l'évolution que l'on fait. Le PRD a fait un parcours pendant près de 20 ans avant de pouvoir dire enfin, je vais faire une autre expérience. Cela a été nécessaire pour voir, on est resté d'un côté, on a fait ce qu'on doit faire et le peuple béninois le reconnaît. Parce que quand le PRD a cessé d'être parti de l'opposition, vous avez vu de l'opposition dans ce pays? Il n'y en a pas eu. Sinon, dites-moi, quand le PRD a cessé d'être parti de l'opposition, il n'y a pas eu d'opposition. Donc en réalité, il n'y avait que le PRD qui animait vraiment l'opposition.
Il n'y a pas eu d'opposition. Vous en le avez... parti FCBE se réclame de l'opposition. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dites-moi. Le PRD a fait des choses en tant que parti de l'opposition. Aussi bien à l'Assemblée que partout. Dites-moi, les faits sont là. Il faut dire, c'est les faits qui parlent, ce n'est pas ce que l'on dit. Est-ce que les contextes sont les mêmes? Ce que l'on dit parle plus fort que ce qu'on est plutôt, parle plus fort que ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'ils ont été en tant qu'opposition? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ça qu'il faut dire. Est-ce que les contextes sont les mêmes, professeur? Ah! Pourquoi vous dites que les contextes ne sont pas... Le contexte n'est pas le même? Le contexte n'a pas changé. Pourquoi? Il y a un président de la République, il y a des partis politiques, il y a l'Assemblée. On peut toujours jouer le rôle de choses là, d'opposition. On n'a pas besoin nécessairement d'être à l'Assemblée pour jouer le rôle de l'opposition. On n'a pas besoin de ça. Dites-moi comment l'opposition est organisée aujourd'hui. C'est ça le problème. Mais nous souhaitons qu'elle soit vraiment bien organisée. C'est important. Pour une démocratie, c'est important. Mais c'est pour vous dire que le PRD a fait l'expérience de l'opposition ici, c'est connu. Oui. On souhaite que d'autres fassent la même expérience. Nous faisons l'expérience de la mouvance. Et peut-être est-ce que vous ne craignez pas que l'on vous taxe de garder trop de silence, n'est-ce pas, une fois que vous avez intégré la mouvance? Parce que les positions antérieures du parti PRD, comme le rappelait tout à l'heure Herman Niambossou, la menaient, n'est-ce pas, à facilement se prononcer sur certaines maladresses du régime. Mais aujourd'hui que vous prenez part, n'est-ce pas, à l'assiette gouvernementale, c'est un peu comme si cela vous impose, je dirais, un silence. Non, mais je ne pense pas que ce soit vrai. La preuve, c'est qu'actuellement, nous sommes au gouvernement, n'est-ce pas? Mais nous sommes en train de proposer, d'accord, faire des propositions pour modifier une disposition qui a été donc prise par l'Assemblée, qui est une assemblée qui soutient les actions du gouvernement comme nous soutenons. Ça veut dire que nous sommes bien sûr dans la mouvance, mais s'il y a des choses qui ne marchent pas, nous le disons. Mais pourquoi vous n'êtes pas souvent écouté? On dirait que le PRD a de difficultés à faire passer son message. Non, le PRD n'a pas au sein, je dirais, d'une même mouvance dont il fait partie. Non, vous savez, peut-être que c'est ailleurs. Nous n'avons pas la réponse. Mais je vous ai posé la question tout à l'heure de savoir, mais pourquoi on ne parle que du PRD et pas des autres? Non, les téléspectateurs sont beaucoup plus intéressés par vos réponses plutôt que les nôtres. Oui, mais nous aussi, nous nous posons la question. Nous ne savons pas quel est le crime que le PRD a commis. On dit que le PRD, étant déjà membre de la mouvance présidentielle, devrait plutôt se fondre, soit dans l'un des blocs, mais ne pas travailler à dire que le PRD réclame sa présence forcée au Parlement et qu'aujourd'hui c'est l'opposition qui manque. Je l'ai dit d'introduction, c'est l'opposition béninoise qui manque au Parlement. Mais quelle est la disposition qui a limité le nombre de partis politiques de la mouvance à 2? Dites-moi. On peut être 3, 4, 5 partis de la mouvance à l'Assemblée. Quelle est la disposition qui a limité à 2? Pourquoi vous voulez qu'on est de la mouvance et qu'on ne puisse pas travailler pour nous retrouver à l'Assemblée tout en étant de la mouvance? Pourquoi on dit que nous sommes déjà dans la mouvance? Ce que nous proposons, ce n'est pas seulement pour le PRD, c'est bon pour tout le monde. Si on a dit 4, ça veut dire que si les partis de l'opposition travaillent, ils vont se retrouver dans ce bloc. Donc, le problème n'est pas lié au PRD, c'est un problème élargi à tout le monde. Mais la limite de 4, c'est pour éviter la situation pléthorique que nous avons connue par le passé. Donc, en fait, c'est la proposition que nous faisons, elle est pour tout le monde. On vous a compris, le temps n'est pas élastique, nous avons d'autres sujets à aborder. On va changer de thème, allez-y, Alors on va changer de thème, même si j'aurais voulu, n'est-ce pas, que très rapidement le professeur se penche sur ce qui peut nous amener à éviter les questions fâcheuses ou les réalités que nous avons vécues en 2019, même si on ne passe pas par les lois, par la modification des lois. Puisque oui, les élections de 2019 ont été des moments quelque peu fâcheux pour bien de partis politiques qui n'ont pas pris part à cette fête, comme vous le dites. Oui, les propositions que nous avons faites, vous voyez, nous avons fait 5 propositions. Si on tient compte de nos propositions, nous estimons qu'il n'y aura pas de situation fâcheuse. On aurait une fête. On aurait une fête. Oui. Parce que nous l'avons d'abord dit, ce serait une fête. Nous voulons que ce soit une fête. Et que chaque acteur fasse son travail de façon réglementaire, conforme à la loi. Et s'il y a des failles, que ceux qui ont failli soient sanctionnés avec la rigueur de la loi. Nous avons fait des propositions dans ce sens, dont nous estimons que si nos propositions sont prises en compte,
on n'aurait pas de questions fâcheuses. D'accord. Herman et moi, nous allons dans les mêmes marchés, et puis franchement, ce n'est pas facile. On ne sait pas si, comme le PRD participe désormais, n'est-ce pas, à l'animation de la vie politique au sein du régime en exercice, peut-être à Illasson, un autre marché. Est-ce que, n'est-ce pas, professeur David Ouinssa, vous avez les échos de nos marchés au niveau de votre parti? Les échos de nos marchés. Oui. En les fait, produits de grande consommation qui ont flambé. Oui, j'imagine un peu là où vous voulez en arriver. En fait, vous voulez parler de la cherté de la vie. Voilà. En de termes plus simples. En de termes plus simples, oui. En fait, il faut reconnaître que la situation des ménages devient de plus en plus difficile, c'est vrai. Mais il faut reconnaître aussi que nous sommes dans une conjoncture internationale qui ne facilite pas les choses. Et nous devons féliciter le gouvernement pour ses efforts qu'il fait depuis la pandémie de Covid et qui a impacté négativement les activités économiques, non pas seulement au Bénin, mais dans tout le monde entier. Et je voudrais rappeler à cet effet que par rapport déjà à la période de Covid, le gouvernement avait déjà pris des mesures en termes de renoncement partiel de la perception de la TVA sur les produits de grande consommation, l'essence, le pétrole, le riz, le gaz. Et le gouvernement, en plus de cela, a mis en place un dispositif de financement ou de subvention des prix des produits pétroliers à l'équivalent de 5 milliards chaque mois. C'est quand même important. C'est important, mais, mais ça boude d'un peu partout. On reconnaît les grands efforts faits par le gouvernement, mais ça boude un peu partout. Qu'est-ce que selon vous peut justifier ce coup de gueule? Mais vous voyez, j'en viens. Mais avant d'en arriver, il y a des dispositions qui sont prises par rapport à la situation actuelle liée à la guerre et à l'exonération de la TVA sur les huiles végétales, l'ajustement donc de la valeur en douane sur le blé, parce que nous consommons du plein et le blé vient de l'Ukraine. Il y a la subvention sur les tarifs de l'électricité de 50% et sur les prix donc des frais maritimes de 65%. Vous voyez? Et on a fait un stock donc de produits pétroliers et puis il y a une stabilisation des prix donc et des produits cimentiers qui vont de 75 jusqu'à 80 000 francs. Vous savez, en 96, 97 dans ce pays, nous avons acheté le ciment à 150 000. Moi, j'ai acheté la tonne de ciment à 150 000. Aujourd'hui, on a plafonné le prix du ciment à 90 000 maximum, quel que soit le département dans lequel on se trouve. C'est très important. Ce sont les efforts du gouvernement. Ce sont les efforts du gouvernement. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Je vais vous dire aussi, si vous prenez aujourd'hui le sac du maïs, parce que s'il faut voir les produits courants, c'est dans l'ordre de 25 000 francs. Mais allez au Niger, ici, vous allez trouver le sac du maïs à 75 000 francs, ou le sac du mil. Vous voyez, la différence est grande. C'est pour dire que les Béninois devraient s'estimer heureux. Les Béninois devraient s'estimer heureux, quand bien même c'est difficile, parce que c'est une conjoncture internationale. Quand on a commencé à parler des effets de changement climatique ici, nous ne faisons pas attention à ça. La production agricole, la production vivrière, l'État a pris beaucoup de mesures, par exemple, pour la production vivrière en ce moment, sur les engrais et autres, pour faciliter la production. Mais si dans le même temps, on ne prend pas des dispositions pour que nos produits ne sortent pas, nous produisons, ça sort, et ça crée un problème de pénurie, si vous dites ça que va le sac coûter de maïs plus cher. avec 5 000 francs ici et que je peux vendre ça Ah mais non, il ne faut pas faire ça. à Niamey, justement, on doit à 75 000 francs, je pense que j'ai intérêt à passer par les voies tortueuses. C'est pourquoi nous, au parti, au PRD, nous faisons la sensibilisation de Vous avez commencé aussi, bien sûr, le gouvernement l'a commencé avec cette tournée gouvernementale. Nous le faisons depuis jeudi dernier. Nous l'avons la tournée. Est-ce que pour vous, donc, cette tournée était justifiée, était opportune? Elle était très opportune. Le jeudi dernier, moi, j'étais à Djon, puisque dans chaque département, il y a l'UP, le BR et le PRD qui organisent dans chaque commune les tournées départementales. J'étais le représentant du PRD à Djon et nous avons fait une très bonne réunion. Il y avait les artistes, tout le monde était là et les gens posaient les problèmes réels qu'il y a. Les solutions étaient apportées. Mais il y a aussi des doléances que le ministre Adidjatou Baptiste a pris. Donc les doléances que les populations ont faites et elle a dit
qu'elle va les porter au niveau du gouvernement. Donc ça, c'est une très bonne initiative. Et ça se passe très bien. Mais avant ça, nous avons déjà commencé par travailler, puisque dès lors qu'on a eu donc cette initiative du gouvernement, dans nos cellules, dans nos sous-sections, nous travaillons pour donner les informations nécessaires et faire en sorte que s'il y a des indices qui sont tels que les produits vont être, disons, je ne dirais pas transiter ailleurs, que l'on prenne des mesures pour que les autorités qui ont en charge de la sécurité alimentaire fassent quelque chose, parce que c'est très, très important. D'accord, vous partagez l'information, vous sensibilisez, encore sensibilisation. Est-ce que vous ne pensez pas que les Béninois sont imperméables un peu à la sensibilisation, étant donné que sur le terrain, rien ne change? On a entendu le ministre de l'économie et des finances expliquer les mesures du gouvernement, le porte-parole du gouvernement également, cette tournée gouvernementale qui jusque-là ne fait ces actions qui pratiquement ne font pas changer grande chose. Est-ce que vous ne notez pas que les Béninois sont quelque peu imperméables aux sensibilisations et qu'il faut trouver une autre méthode, peut-être aller de façon un peu plus drastique? Qu'ils sont insensibles. Voilà. Non, ne dites pas ça. Les Béninois ne sont pas imperméables. Ils ne sont pas non plus insensibles. Vous savez, on appelle les changements liés au comportement ne viennent pas du jour au lendemain. Donc, c'est avec le temps qu'on arrive à changer les habitudes. C'est pourquoi on ne peut pas être fatigué de sensibiliser. On ne peut pas être fatigué de demander aux gens de faire mieux, de faire davantage. Donc, en fait, les Béninois ne sont pas... La sensibilisation aussi permet au père d'être au contact de ces militants. Une forme de pré-campagne aussi, pour espérer cette remontada. Non, c'est pas la pré-campagne, mais c'est la dynamique. C'est une forme de pré-campagne. C'est la dynamique. C'est une occasion qui se présente. C'est la dynamique de mobilisation. Oui. C'est une occasion qui se présente et vous la saisissez. Non, mais vous voyez, je ne veux pas dire que le PRD est précurseur. Mais lors de notre dernier congrès, non, du moins lors de notre dernière université de vacances, en octobre 2021, nous avons fait le thème de notre université sur l'appropriation de l'Arche et l'appropriation des mesures sociales du PAG 2021-2026. Je rappelle que Arche, c'est l'assurance pour le renforcement du capital humain. Donc, nous avons déjà commencé à faire prendre les noyaux importants du PAG pour les sensibiliser les nôtres et montrer là où nous allons. Donc, nous avons commencé déjà. Donc, ce qui se passe maintenant par rapport à la cherté de vie, c'est la suite logique de ce que nous avons commencé déjà. Quand vous allez sur le terrain pour les premiers jours de cette tournée gouvernementale à laquelle prend part le PRD aussi, quand vous écoutez les populations, les récriminations, les propositions, le constat que partagent les populations, est-ce que vous avez le sentiment que les choix faits par le gouvernement sont les meilleurs? Je dois vous dire par rapport à deux choses. Quand on écoute les gens, on comprend nettement qu'ils ont le constat que les choses ont véritablement changé. Il y a des changements concrets, majeurs, qualitatifs. Il y a du beau en fait. Oui. Mais dans ce beau... Dans le même temps, il y a des difficultés qui sont inhérentes à tout changement structurel. Parce que vous voyez... Et qu'il faut faire preuve de patience. Il faut faire preuve de patience. Il faut faire preuve aussi, disons, de sacrifice. Après avoir serré pendant plus de 5 ans les ceintures... Non, c'est pas 5 ans, on doit encore faire preuve de patience. Non, vous voyez, il faut dire que nous avons gaspillé du temps, gaspillé de l'énergie pendant plus de 60 ans. C'est pas 5 ans. Parce que quand vous voyez le pays aujourd'hui en termes de transformation, c'est tout à fait différent. Mais nous y avons contribué. Vous devez terminer cette phrase en disant nous y avons aussi contribué, puisque il a fallu une participation après, avant de parler du gouvernement ventilateur. Le PRD aussi était non, nous avons toujours trentenaire. Non, mais depuis 90 jusqu'à la période que vous savez, on a dénoncé les choses. Parce que les choses ont continué à se faire comme ça se faisait depuis l'indépendance. Parti dénonciateur. Non, pas de parti dénonciateur. On était un parti qui dénonce. Pas qui dénonce. Wow. Nous sommes un parti qui fait des propositions pour améliorer les choses. Donc, nous ne sommes pas partie prenante du gaspillage. Attends. Nous ne sommes pas partie prenante du gaspillage qu'il y a eu depuis 60 ans. Non. La preuve, c'est que pendant 20 ans, nous avons dit c'est pas bon. Mais
nous avons la chance de voir aujourd'hui que nous participons à un gouvernement qui a véritablement commencé par faire changer les choses. Pour le PRD, c'est le meilleur. D'accord. Alors, on va évoluer, Manan Niambosso, sur la question de mais je peux la vous sécurité. dire, malheureusement, on n'a pas le temps. Parce que, en ma qualité de... Je suis passionné des questions de développement. Si on peut avoir une autre émission sur laquelle je peux venir pour qu'on parle du développement du pays, ce serait intéressant. Ne vous inquiétez pas. Ce qui se passe aujourd'hui, on va harmoniser les choses. Avant de passer à la question sécuritaire, sur cette question de tournée gouvernementale, est-ce que vous pensez qu'il y a une porte de sortie? Est-ce que vous pensez qu'à la suite de cette tournée, on va observer des changements sur le terrain? On va avoir des changements sur le terrain parce que les gens ont été suffisamment sensibilisés. Des changements qui vont dans la satisfaction des populations. Mais bien sûr, parce qu'elles comprennent mieux ce qui se fait. Parce que l'information n'est pas toujours au bon niveau. Surtout la bonne information. Oui. Et quand ils voient les responsables venir expliquer, ça rassure. Moi, j'ai eu des retombées très positives le vendredi et le samedi par rapport à la tournée gouvernementale dans l'OEB. C'était fantastique. Ils ont dit, mais on a vu les ministres venir nous expliquer. On a l'habitude de voir que vous, mais on voit maintenant les ministres même venir. Mais c'est très important. C'est très, très important et salutaire. Ça va faire changer les choses parce que les gens comprennent mieux ce qui se fait et l'effort que le gouvernement fait. D'accord. Il y a, n'est-ce pas, ces réalités du mouvement, les attaques terroristes répétées dans le nord Bénin qui ne laissent personne indifférent. La sous-région également est bousculée par ces différentes attaques. Alors, quelle est la position du PRD sur d'abord la stratégie mise en place par le gouvernement et en même temps la politique à mettre en place, n'est-ce pas, pour en quelque sorte apaiser et rassurer les populations? Oui. Par rapport on a faim d'un côté, on est un peu dans l'insécurité de l'autre. Oui, par rapport à la question de sécurité ou du terrorisme, je dois d'abord dire que, si vous vous rappelez, le 19 septembre 1989, ça remonte très loin. Oui. D'accord? Oui. Ça fait plus de 30 et quelques années déjà. Oui. Ça fait 33 ans. Oui. Il y a eu le crash de l'UTA. Oui. D'accord? Ce qui a amené les Libyens à compenser, à payer des dommages au-dessus de l'Okabi. Moi, j'ai été particulièrement marqué parce que ce jour-là, j'avais pris un vol UTA d'ici pour Paris. Et quand on a dit ça, les parents, tout le monde était inquiet. On se dit, UTA. Et quand je suis arrivé au Canada, on a téléphoné, on dit, Dieu merci. Bref. Et puis ensuite, quand il y a eu le 11 septembre 2001, l'attentat des deux tours américains, aux États-Unis, qui constitue, disons, l'image de la grandeur de l'Amérique. Je crois que le monde s'est réveillé et tout le monde a compris que la question du terrorisme est une question difficile à maîtriser. Parce que les États-Unis sont assez puissants, ils ont tout ce qu'il faut. Mais si on en arrive là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question du terrorisme est une question très délicate. Et vous avez vu ce qui s'est passé, hein, vos journalistes, je ne vous rappelle pas l'affaire de Charlie Hebdo. Oui. Vous voyez? En France. Alors, dans le Sahel, et puis bientôt à nos portes, nos frontières, dans notre pays, c'est difficile, c'est pénible pour le monde entier, pour tous les pays. Et les pays qui ont moins de ressources comme nous et qui ont moins de dispositifs sécuritaires efficaces comme le Bénin. Mais ce que nous devons faire, nous devons saluer l'effort que le gouvernement fait maintenant. Et ce que nous faisons, nous, c'est que nous demandons à nos militants d'être assez vigilants. Lorsque on a des gens, on se rend compte qu'il y a des gens dont les comportements semblent, il faut donner l'alerte tout de suite. Parce que vous invitez donc la population à collaborer avec les forces de l'ordre, à collaborer avec les autorités. Parce que c'est une question délicate. Et c'est une question sécuritaire délicate. Et on ne peut pas s'amuser avec ça. Et nous estimons que le gouvernement a pris suffisamment de mesures. La dernière fois, il y a eu une réunion des ministres de la sécurité de la sous-région. Je crois que les dispositions en cours vont nous permettre de vivre plus en sécurité. Mais c'est une question vraiment qui inquiète et qui est une question permanente de tous les jours et nous devons être tous vigilants. Attaque terroriste
aurait des liens avec des frustrations, avec la pauvreté, avec des jeunes qui se laissent manipuler, un peu comme vous l'avez dit tantôt, le PRD appelle ces jeunes à être... Il y a eu beaucoup d'études sur les attaques terroristes, le terrorisme, et évidemment, comme vous le dites, il y a des liens avec la pauvreté, il y a des liens avec le sous-emploi, il y a les liens avec la marginalisation, les frustrations, l'exclusion, tout ça. Oui. Et c'est pour ça que nous... Et bien de faire politique qui ont créé de mécontentement au sein de nos populations dans bien de localités. Et c'est pourquoi nous proposons, nous recommandons, le PRD, que nous fassions en sorte que nous n'allions jamais à la violence, à l'exclusion, pour que nous ayons la paix. Parce que quand il n'y a pas la paix... L'utilité sociale revient une fois encore. Mais vous voyez l'utilité sociale. Le PRD est un parti qui construit. Est-ce que le PRD peut ne pas participer aux élections du moment où ça ne crée pas des violences au sein des populations? Ça peut aller. Nous participons. Puisque là, c'est utile. Nous participons toujours aux élections. Il y a que mercredi dernier, le gouvernement a pris une mesure. C'est vrai que le projet de loi sera transmis au Parlement qui va désormais voter pour l'instauration d'une cour spéciale des affaires foncières. Comment le PRD a-t-il accueilli cette décision du gouvernement? C'est une très, très, très bonne décision. Waouh! C'est l'une des meilleures décisions. On dirait que vous attendiez ça. Non, c'est l'une des... Mais vous savez... Nous avons des ressentiments et quand on prend des décisions comme celle-là qui apaisent... Vous vous sentez soulagé. J'ai travaillé à Parakou de 86 à 89 et j'avais eu envie donc d'acheter un terrain en souvenir de mon séjour à Parakou. J'ai acheté le terrain à la mairie, à la municipalité de Parakou. Je suis allé aux études en 89, je suis revenu en 90, je suis allé à Parakou. On me dit, et il y a quelqu'un qui est venu, une dame qui était au Sénégal, elle est venue, elle a dit c'est sa parcelle qui est là et qu'on va lui donner ça. Je dis mais c'est quoi? J'ai acheté la parcelle à la municipalité. Je n'ai pas acheté chez quelqu'un. J'ai eu mon permis d'habiter. C'est le préfet Yerima qui a signé. On me dit non, on va te donner une autre parcelle. Je dis non. J'ai déjà fait la clôture. On me dit on va me donner une autre parcelle. Je dis non. Pourquoi? Mais je n'ai pas acheté chez quelqu'un. Oui. Vous savez, j'ai abandonné. Il y a un ami qui voulait rester là. On a dit qu'on va donner un autre. J'ai dit occupe-toi de ça. J'ai abandonné. Vous voyez? Donc, la mafia foncière, ça date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je vais vous donner un autre cas. À Cotonou, ici. Oui. J'ai acheté un immeuble dans une zone assez chaude là. Et puis, j'ai vu un notaire. Pour les formalités. Donc, je n'ai pas été voir. Le type qui a vendu, il était malade. C'est pourtant les acteurs les plus habités. Mais attendez, c'est pourquoi je vous dis, j'ai vu un notaire. Et c'est le notaire qui, je lui ai remis l'argent. Le notaire a fait tous les papiers. Il a fait tout. Et en avril 2013, il a envoyé un dossier à la mairie de Cotonou pour qu'il y ait la mutation. Or, il avait déjà eu un papier, le quitus, tout était clean. Quand il a déposé le dossier, on dit il y a opposition. Opposition comment? Le type qui a son truc a vendu, les enfants étaient là. On dit c'est tel huissier qui a fait. Le notaire a écrit à l'huissier. Pendant longtemps, 1 an, 2 ans, l'huissier dit que lui ne connaît pas le dossier. Il n'a jamais fait d'opposition. Moi-même, j'ai été obligé d'aller voir l'huissier. J'ai écrit 2 ou 3 fois. J'ai écrit 2 ou 3 fois. J'ai été voir l'huissier. Il me dit qu'il n'a pas d'opposition. Mais jusqu'aujourd'hui, on est en mai. Ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans. On n'a pas fait la mutation. Alors donc, vous voyez, non seulement au niveau des vendeurs, mais le notaire qui a fait ça, je peux aller au tribunal parce que si tu vois un notaire, c'est pour avoir la garantie. La garantie, plus de sécurité. Plus de sécurité. Mais je ne suis pas en possession de mon bien aujourd'hui. J'ai hypothéqué de l'argent. Donc la mafia foncière, c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire que je n'accuse personne, mais si on met en place une cour spéciale des affaires domaniales, je crois que ça va régler, ça va sécuriser suffisamment le pays. Vous savez, le foncier, c'est l'un des capitaux les plus importants. Il y en a 3. Le capital foncier, le capital humain et le capital financier. Si vous n'avez pas ces 3, vous ne faites rien. Mais le foncier,
C'est très important. Alors, est-ce que le PRD ne craint pas, parce que vous semblez bien heureux, n'est-ce pas, avec l'avènement de cette cour, est-ce que le PRD ne craint pas de voir séjourner à cette cour bien de ses alliés politiques, anciens maires, anciens CA et autres? Non, si quelqu'un a posé des actes pour lesquels il doit répondre devant la loi, il va répondre. Il va répondre. Votre mot de conclusion, très rapidement, professeur David Ouensa. Mon mot de fin, c'est d'abord je vous remercie pour l'occasion qui nous a été donnée. Merci d'être venu. Et j'espère donc que la position du PRD est bien comprise. Mais le PRD reste ferme sur ses positions. Le PRD ne transige pas et ne change pas de position. Le PRD contribue à l'apaisement de la situation politique dans le pays. Le PRD a des valeurs fondamentales auxquelles il croit: la non-violence, la paix, l'unité nationale et le développement du pays. Nous faisons partie de la mouvance, nous travaillons pour la mouvance et nous estimons que grâce à la remontada, en janvier 2023, le PRD sera au Palais des Gouverneurs à Porte-Nouveau. Je vous remercie. Le PRD est-il ouvert à des débats contradictoires? Bien sûr, bien sûr. Nous avons toujours été ouverts au débat.